Mes chers auditeurs, déjà je vous dis bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie d'être présents et je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission un petit peu spéciale parce que je vais partager avec vous mon parcours pour la série qui est actuellement diffusée sur ma chaîne, Masque Production. Et vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Comment ça se passe à travers différentes questions qui s'afficheront sur l'écran que j'essaierai de répondre le mieux possible de la manière la plus simple et concise. Je suis très content que vous soyez là. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça ne coûte rien et ça me fait plaisir. Ça prouve que ce que je fais est intéressant, que des gens écoutent mes vidéos, les regardent aussi parce que certaines sont agrémentées d'images et soutiennent mon travail. Pour moi, ça n'a pas de prix et pour ça, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si ça vous a plu, à liker, à mettre le petit pouce en l'air. Ça ne coûte rien non plus et ça fait plaisir. Je commencerai cet exposé par vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment toute l'histoire a démarré, comment l'idée est venue, et comment la série évolue au fur et à mesure. Alors mon choix s'est porté sur Poirot parce que c'est un personnage que j'ai eu le plaisir de découvrir à travers de différentes interprétations. On a eu la série, qui est connue mondialement, la série avec David Suchet, qui s'est déroulée sur 14 ou 15 saisons, je sais plus, l'un ou l'autre. On a eu les films avec Peter Ustinov, qui interprétait le personnage de Poirot, et dernièrement la trilogie avec Kenneth Branagh, Meurtre à l'Orient Express, Mort sur le Nil, et tout dernier Mystère à Venise, qui est sorti déjà il y a quelques années maintenant. Donc, le choix s'est porté sur Poirot parce que c'est déjà un personnage qui est mondialement connu. Je crois même que je commence le premier chapitre de la saison 1 en posant cette question: qui ne connaît pas le grand Hercule Poirot? Qui ne connaît pas le grand Hercule Poirot? Donc déjà, c'est un personnage qui est célèbre et à travers les différentes interprétations que j'ai pu voir, j'ai vu que c'est un personnage qui ne changeait pas, qui garde son identité, sa façon d'être, sa manière, sa voix. Enfin, quand je parle de sa voix, je parle de l'intonation de sa voix. Donc c'est un personnage qui m'offre une certaine stabilité en matière sonore et que je peux donc facilement reprendre et faire vivre dans mes aventures. Quand on m'a souvent posé la question, pourquoi Poirot? Pourquoi ce détective belge? Et pourquoi pas, je sais pas moi, par exemple Arsène Lupin? Bah, en fait, pour moi, Arsène Lupin, c'est un personnage qui est plus dans le visuel que dans l'auditif. C'est quelqu'un qui se travestit beaucoup, qui se déguise beaucoup, qui prend l'identité de beaucoup de personnages, et du coup, bah, sa voix va changer avec le personnage qu'il incarne. Pour vous donner un exemple, je pense que vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, nous diffusons un extrait pour illustrer mon propos. Je ne sais pas si vous connaissez la série avec Georges Descrières qui interprète Arsène Lupin, et on va pas prendre un épisode quelconque au milieu d'une saison, non, on va prendre le premier épisode de la première saison, qui, d'après mes souvenirs, c'est Le Bouchon de Cristal, où là nous avons Arsène Lupin qui doit enquêter sur un maître chanteur qui possède une liste de personnalités qui fait chanter d'ailleurs, et il est chargé de mettre la main sur cette liste pour que ce monsieur arrête son chantage. Mais le seul problème, c'est qu'il ne la trouve pas, et pour s'introduire dans ses locaux, il se fait embaucher en tant que domestique, majordome, sous le nom de Limousin, si mes souvenirs sont bons.
Et donc nous voyons donc le personnage de Georges Descrières, Arsène Lupin donc, transformé sous les traits de ce Limousin. Nous, en tant que spectateurs, bon, on a déjà sa physionomie, on le reconnaît direct, hein, on sait que c'est Lupin. Mais voilà, il a une manière de présenter, il s'est vieilli, et donc forcément, il y a la démarche qui va avec, il y a la voix qui va avec. Et quand tout à coup, il décide de reprendre sa vraie voix, donc on le voit se redresser, donc c'est très visuel. On le voit se redresser, on le voit changer de regard, et on entend sa vraie voix, la voix d'Arsène Lupin, et non de ce personnage qu'il interprète. Devine. Elle, comme Limousin. Elle, comme Lupin. Au revoir, crapule. Tu le regretteras, ton vieux Limousin. Et en aurais-je épousseté de la poussière sous tes meubles. Donc visuellement, ça surprend, mais que visuellement. Je peux pas faire ça en audio, parce que, imaginons, allez, je change la voix, je reprends ma voix normale, on pourrait très bien se poser la question, punaise, au lieu de 2 types, il y en avait 3. Il y a un type qui s'est planqué quelque part dans le décor, qui ouvre son bec à ce moment-là, et on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, mais il est là. Donc la surprise n'y est pas, contrairement au visuel, mais par contre, je peux faire l'inverse avec Poirot, parce que on a mes 4 personnages principaux, donc Poirot, Hastings, Miss Lemon et Japp. Ces 4 personnes ont leur propre voix respective, qu'ils gardent, parce que moi ce que je veux c'est que quand les auditeurs écoutent, ils se disent ah tiens là c'est Poirot qui parle, là maintenant c'est Hastings, là maintenant c'est Japp, etc., etc. À chaque fois qu'un nouveau personnage fait son entrée, il se présente, c'est le seul à avoir cette tonalité de voix dans le chapitre, donc du coup on sait qui c'est. On sait que là ce n'est aucun des 4, c'est l'inspecteur Lucher. Là on sait que c'est Hassan. Là on sait que c'est Edge. Voilà. Il n'y a pas de, on peut pas avoir de doute. Et c'est ça en fait l'avantage avec ces personnages. Et donc oui, pour reprendre ce que je disais, au contraire, quand nous avons par exemple le chef technique Neuf Museum qui reçoit Poirot et Hastings et qui voit sur leur CV les noms d'Eric et Klein. Bonjour messieurs. Monsieur Derrick et Klein. C'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est curieux, ces noms. Mais je suis sûr de les avoir déjà entendus. On s'est pas prêté à sourire. Ce sont 2 personnages d'une série allemande qui est connue, hein. On va pas dire le contraire, même si moi je trouve ça vraiment bidon comme série, hein. Mais bon, elle a été très connue, elle a eu son succès, ça c'est indéniable. Et quand on entend après Poirot et Hastings dire oui, c'est nous. Bon, voilà, ça par exemple, c'est un comique que je peux me permettre de faire et à l'audition ça marche. Donc Poirot pour moi c'était le personnage qui était à la fois connu et facile à interpréter en matière d'audition. Donc c'est la raison pour laquelle mon choix s'est penché sur Poirot. Pas du tout. Je vais être franc avec vous, je n'en ai lu aucun. Moi mes inspirations se focalisent surtout sur la série qui pour moi et d'après ce que j'ai pu glaner comme renseignement serait relativement proche de l'esprit des bouquins. Même si pour moi les premiers épisodes de la série me paraissaient franchement cons, je vais pas vous le cacher, hein, je sais pas, j'ai trouvé que certains épisodes étaient tournés un petit peu de façon absurde, la mise en scène aussi, les arrestations encore plus, c'est vraiment tourné à l'ancienne. Après peut-être que c'était voulu, hein, ça je sais pas, mais en tout cas moi je trouvais que ça, je sais pas, ça me dérangeait. Donc non, je n'en ai lu aucun. Mais en fait, j'avais déjà commencé à répondre à cette question avant, dans la réponse précédente, c'est que moi, c'est essentiellement la série avec David Suchet qui m'a inspiré. C'est vraiment la série qui m'a aidé à forger mes personnages.
comme je le disais, là, les premières saisons, je trouve que c'est gnangnan, les histoires, même débiles. Débiles, parce que on n'a pas besoin d'aller bien loin, hein. Saison 1, épisode 1, la cuisine, la mystérieuse cuisine de Clapham, ou je sais pas quoi, là. Il y a... Dès les premières images, on voit la tête du mec, la tête de l'assassin. On voit déjà que c'est pas net, hein, parce qu'il s'amuse à entortiller une malle autour d'une grosse corde, et on le voit serrer le truc à fond. Il entend un bruit, il lève sa tête avec un air qui n'est pas clair, hein, qui a beaucoup de choses à se reprocher. Donc déjà, limite, on va dire, dès les 15 premières secondes de l'épisode, on sait qui c'est, quoi, le coupable. Donc j'ai trouvé ça un petit peu con. Et en fait, c'est la fin que j'ai trouvé encore plus con, parce que à la fin, il se fait arrêter sur les quais alors qu'il s'apprête à embarquer pour le Venezuela. Il se fait arrêter sur les quais. Et il y a Poirot qui est sur sur les hauteurs là. Il est il est en haut d'un escalier, et puis il va crier arrêtez-le. Et le mec, le seul réflexe qu'il a, c'est de courir vers deux policiers. Non mais je raconte pas de blague, hein. Le mec il court vers deux policiers et il se fait arrêter. C'est l'arrestation la plus con que j'ai jamais vue. Je sais pas, moi si j'étais un criminel digne de ce nom, pour m'enfuir, j'irais pas me vautrer dans les bras des flics, hein. Ou alors j'ai des remords, et de gros, ou alors je suis complètement con. Mais là, dans ce cas, on aurait dit vraiment qu'il était super con. Et c'est pour ça que la saison 1, elle garde un peu cet esprit con, tout du moins dans les premiers chapitres. Ça s'améliore après, mais dans les premiers chapitres, il y a cette idée d'absurde, de con. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a inspiré l'écriture de la saison 1, comme je le disais, qui n'a pas démarré, on va dire, comme je l'aurais souhaité. Il me semble que j'aurais été un petit peu trop vite. Et du coup, c'est pour ça qu'à tâtons, j'ai eu les 2 premiers chapitres de la saison 1 sont un petit peu à tâtons. Je cherche les voix de mes personnages, et on va dire que c'est par erreur qu'a été créée par exemple la voix de Poirot. Parce que j'ai appliqué 2 fois le même effet, et ça m'a donné la voix que vous connaissez. Et du coup, je me suis dit, bon bah, elle est caractéristique, cette voix, je la garde. Au moins, quand il parle, on sait que c'est lui. Et je la trouve pas débile non plus, hein, au contraire. Je trouve que ça fonctionne, ça correspond bien au caractère que je donne au personnage, et ça lui donne aussi une place assez spéciale au milieu des autres personnages. Donc c'est ça qui m'a inspiré. En fait, ouais, c'est ça surtout qui m'a inspiré pour écrire la saison 1. Pour la saison 2, c'est autre chose, parce que je voulais me tourner surtout vers un braqueur. Cette idée du braqueur, ça m'a toujours plu. Pour ça, j'ai été influencé par la série White Collar. Le nom en français, c'est FBI du Retrait Spécial. C'est cette série plus ou moins qui m'a inspiré pour la saison 2. J'ai trouvé ça assez amusant qu'un agent du FBI travaille aux côtés d'un escroc, voleur et tout ça. Donc j'ai trouvé l'idée assez plaisante, même si au fur et à mesure, à chaque fois, l'autre s'arrange pour remettre en doute la confiance que l'agent lui met en lui. Parce qu'ils ont chacun leurs soucis personnels, donc le fait de travailler ensemble, souvent ça ne se passe pas bien comme prévu. Et en fait, c'est cette idée-là aussi qui m'a inspiré l'idée de l'architecte. Le surnom de l'architecte provient d'un voleur de cette série. C'est quelqu'un qui est très méthodique, très organisé, qui a une éthique, qui a une notoriété. Et du coup, je voulais appliquer tout ça à mon personnage de l'architecte dans la saison. Pour la saison 3, ce qui m'a inspiré, c'est un film des Charlots. Épatant. Oui, je le sais. C'est assez curieux. C'est pas leur meilleur film. Bon baiser de Hong Kong. C'est ce film-là qui m'a inspiré l'écriture de la saison 3, parce que on a une reine d'Angleterre qui se fait kidnapper. On veut maintenir l'affaire sous silence le plus absolu, et on demande à une agence étrangère, donc au service secret français, de dénicher une doublure, parce que la reine doit se rendre en voyage officiel à Hong Kong, et du coup il demande s'il peut leur fournir une doublure
qui correspondrait à la reine et qui joue le rôle de Sa Majesté à Hong Kong. Stop. Laissez cela. Vous n'êtes pas ici pour faire le ménage, n'est-ce pas? Il est temps de vous dire que nous voulons vous faire jouer le personnage de Sa Majesté la Reine à Hong Kong. Et moi, je reprends l'idée à mon compte, mais en la modifiant légèrement. En fait, la doublure, dans mon histoire, est déjà en poste. Parce que la reine officielle est atteinte d'une maladie mentale. Pour ça, je me suis inspiré d'un personnage que j'avais créé il y a de ça plusieurs années. Une mamie un petit peu débile, qui est toujours en vie, qui est toujours à Buckingham, mais qui est cachée. On ne veut pas qu'on sache que cette dame est la vraie reine d'Angleterre. Tout de suite, monsieur. Allez, je vous en prie, venez. C'est qui? Cette demeurée? C'est... Alors, ça vient. c'est... la reine. Pourquoi? Parce que ce serait la honte. Imaginez, on peut pas laisser un pays sous l'emprise d'une personne qui est profondément attardée. Quoique maintenant, eh ben, dis donc, quelle histoire. Votre fierté nationale en a pris un sacré coup, mon cher Jap. À qui le dites-vous? On va dire avec les hommes politiques que nous avons, nous, les attardés, il y en a quelques-uns, hein. Et du coup, c'est ça qui surprend Poirot et Hastings et Miss Lemon quand ils vont arriver à Buckingham et qui vont savoir que finalement ce n'est pas la reine qui a disparu, mais c'est sa doublure qui a disparu. Donc ça change de l'histoire dont je me suis inspiré. Après, je garde également un fil conducteur avec la saison 1 parce que je cherchais à valoriser un petit peu la saison 1 aussi à travers la saison 3. Donc ça, je répondrai plus tard. Et puis pour la saison 4, ce qui m'a inspiré, en fait, la saison 4, c'était pas du tout la saison que j'avais prévue au départ, parce que la saison 4 qui était initialement prévue sera la saison 5, donc, de la série. Et la saison 4, ce qui m'a inspiré, c'est un documentaire sur l'histoire de Nefertiti, avec l'histoire du buste, notamment, et le livre de Monsieur Stirling, qu'il a écrit pour démystifier un petit peu le fameux buste de Nefertiti. Voilà, que tout le monde a cru, et croit encore, hein, pour certains, croient encore qu'il s'agit d'un buste authentique. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que Monsieur Stirling m'a bien convaincu, et que les arguments qu'il apporte sont vérifiables, et surtout, c'est du concret. C'est du concret. Et en fait, je me suis rendu compte que à la fin de la saison 3, si j'avais gardé la saison 4 initialement prévue, eh bien, la saison 4 commence par une révélation qui risquerait de surprendre parce qu'elle reprend, elle a aucune raison d'intervenir à ce moment-là si on prend en compte la fin de la saison 3. Mais cette histoire avec Nefertiti, ça m'offre un tremplin très acceptable et très compréhensible du coup pour la suite des événements, que je ne dirai pas, bien sûr. Je garde quand même une part de mystère. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a inspiré pour mes différentes saisons. Alors l'écriture a commencé il y a déjà pas mal d'années. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été très influencé par la série avec David Suchet, et ça m'arrivait de le voir fréquemment, notamment avec mon neveu, hein, qui a participé notamment, qui a interprété différents personnages, que ce soit dans la saison 2 ou la saison 3. Donc nous, on a eu cette idée, puis on a aussi été très influencé par François Pérusse, les 2 minutes du peuple, avec ses ambiances grotesques, et puis sa capacité à faire des jeux de mots, à créer le comique de situation, tout ça en audio. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup servi. Et donc du coup, comme on avait vu que, par exemple, les premiers épisodes étaient un petit peu absurdes dans la série, on s'est dit, pourquoi pas créer un Hercule Poirot, mais vraiment débile. À la base de la base, c'est ce qui était prévu. Et on s'est mis à écrire. La naissance du chapitre 1 est arrivée, on s'est imaginé des situations,
Et après, l'écriture est restée complètement en suspens. J'avais commencé à écrire un chapitre 2 que je lui ai soumis aussi, mais après, l'affaire a été mise complètement de côté. Bon, après on a eu, on a eu chacun notre direction. Il a sa vie, ses occupations, moi j'ai la mienne et mes occupations aussi. Donc nos emplois du temps divergeaient quand même énormément. Et du coup, ça n'a pas facilité les choses pour l'écriture de cette série. Et un jour, je me suis dit, bon bah allez, j'ai ce qu'il faut, j'ai le matériel qu'il faut, je me lance, je l'enregistre. Je pense que j'aurais dû travailler un petit peu plus avant de me lancer dans les premiers enregistrements, parce que les 2 premiers chapitres, je vais pas vous le cacher, ils sont pas terribles. Ils sont vraiment pas terribles, j'ai été un petit peu trop vite de ce côté-là. Pour moi, je trouve que ça commence vraiment à partir du chapitre 3. Et donc du coup l'affaire est restée en suspens pendant pas mal d'années. Et après moi quand j'ai écrit au fur et à mesure les épisodes, je les enregistrais aussi au fur et à mesure. J'en écrivais un, je l'enregistrais, j'en écrivais un autre, je l'enregistrais, sans pour autant savoir où j'allais. Ça à vrai dire, c'est venu petit à petit, les situations m'ont apparu petit à petit, et je relisais beaucoup ce que j'avais écrit avant, histoire de rester cohérent quoi. Et donc la saison 1 se termine. On a conservé un petit peu le schéma originel qu'on voit dans les séries. On a à la fin, la scène finale, c'est Poirot qui réunit tout le monde et qui fait son petit discours. Chose qu'on voit quasiment à toutes les fins des épisodes de la série avec David Suchet. Donc ça conserve. C'est le petit clin d'œil en fait que je fais à cette série. Et après vient la saison 2. Donc la saison 2, ça s'est fait pareil au début. Un chapitre écrit, je l'enregistrais, etc., etc. Donc je n'avais pas vraiment d'idée précise de ce que je voulais raconter, mais néanmoins je savais que ça allait traiter d'un braquage et d'un mec insaisissable et tout ça. Donc j'ai fait une petite bande-annonce, on va dire vraiment. Je sais même pas si le terme bande-annonce d'ailleurs il peut être utilisé pour ça. C'est juste une vidéo où je montre des extraits de films de braqueurs et tout ça avec une musique plutôt énergique, des titres. Bon, voilà, c'était un petit peu pour dire voilà à peu près ce que ça va raconter. Et la saison 2 arrive. Donc la saison 2, je l'ai commencé comme ça, et puis après, pendant un peu plus d'1 an, il y a eu une coupure dans mes publications, parce que j'avais des soucis de matériel, des soucis personnels aussi. Et du coup, l'aventure est restée en suspens, mais l'écriture, par contre, j'ai eu le temps de finir la saison 2 en écriture, d'écrire la saison 3, et une grosse partie de la saison 4. Qui devait être initialement la saison 4, qui sera la 5, d'ailleurs. Donc là, je savais où j'allais. Quand j'ai pu reprendre, bon déjà, c'était mieux parce que je savais, je connaissais la fin de l'histoire, donc j'étais un peu plus serein pour poursuivre. Et les mises en situation, je me suis aussi inspiré de cet épisode de la série Poirot qui s'appelle La femme voilée. C'est dans la saison 2. Je crois que c'est le 3e épisode puisque le premier est divisé en 2 parties. Et dans cette affaire, Poirot dit comme ça, travailler à l'encontre des lois, je crois que ça pourrait être amusant. Et il rajoute à Hastings, imaginez que tous les matins il y ait un crime. Hercule Poirot pourrait être le roi des criminels. L'inspecteur Jupp s'arracherait les cheveux. Il y a des moments où je m'en veux vraiment d'être honnête comme je le suis. Ah oui ? Hercule Poirot pourrait être le roi des criminels. Hercule Poirot se servirait de sa matière grise à chaque nouvelle affaire. Hercule Poirot changerait son modus operandi. Scotland Yard n'arriverait jamais à me coincer.
Ah, Hastings, Hastings. Travailler à l'encontre des lois pour changer. Je crois que cela pourrait être assez agréable. Imaginez, tous les matins, sans exception, qu'il y ait un crime. Oui, tous les matins. L'inspecteur Japp s'arracherait les cheveux. J'ai gardé cette idée-là. Ça ne dérangeait pas Hercule Poirot de travailler contre les lois. Du coup, quand il va exposer son plan à Miss Lemon et Hastings, les deux vont être surpris. Parce que bon, c'est un détective. Quand t'es détective, tu n'es pas sous couvert de la loi comme un policier. Mais tu dois quand même la respecter. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que Poirot est un ancien gendarme dans l'histoire de la police belge. Qu'est-ce qu'il en a fait partir? Peut-être que je le raconterai, peut-être que j'inventerai une histoire qui expliquerait son départ. Mais quand t'es détective, tu n'es pas vraiment obligé de suivre la loi au pied de la lettre. On voit bien avec Sherlock, quand il rentre par effraction dans une maison, bon, un policier ne pourrait pas faire ça, un policier lui faut un mandat. Tout du moins, une excellente raison qui justifie l'entrée par effraction. Mais on peut s'en passer, et ça choque pas. Je veux dire, ça ne va pas choquer le spectateur qui va voir Sherlock Holmes, au contraire, ça va même l'exciter. Et un personnage de cette envergure peut se permettre ça. Du coup, ça ne choque pas, on se demande même ce qu'il va découvrir. On est limite avec lui à lui dire, bon allez, tu vas l'ouvrir cette porte. C'est l'impression que je veux donner avec Poirot. Il peut se permettre de se transformer en braqueur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention d'un braqueur? Et ça aussi, je me suis inspiré de White Collar. C'est un autre qui fait un gros coup. Il va se dire, tiens, celui-là, il a fait déjà plusieurs coups et tout ça, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accrochage ni rien du tout. Il y a de l'audace, il m'intéresse. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, travailler à l'encontre des lois, avec Poirot, ça ne choque pas. On s'y attend pas. Mais on a limite envie d'être avec lui. C'est ça, j'ai trouvé l'idée assez sympa. Après, pour l'écriture de la saison 3, que j'ai écrit d'une traite, d'ailleurs, j'ai toujours dit que cette saison, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Et en plus de ça, au fil de l'histoire, on arrive à rebondir sur la saison 1, que forcément je tiens à garder un fil conducteur, hein. La saison 1, c'est celle qui va être le fil conducteur de beaucoup d'autres saisons qui vont suivre. Il y a eu la 3, il y aura la 5, vous le savez grâce au chapitre 21 de la saison 4 à la scène post-générique, et dans beaucoup d'autres après, car je compte aboutir à une conclusion qui va clôturer un peu toutes les différentes aventures qui s'est produites jusqu'ici. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi Poirot s'est retrouvé dans telle situation? Tout ça, il y a un gros fil rouge, et que je veux tout régler. Ce sera en 2 saisons par contre, parce que j'ai déjà commencé à écrire, et franchement, le nœud est énorme. Donc je crois que ça se déroulera en 2 parties. Et du coup, ce fil rouge, j'essaie de le maintenir, de le parsemer un petit peu partout. Donc, dans la saison 1, on a traité que de cette affaire-là. C'est pour ça que dans la saison 2, on n'en entend pas parler. La saison 3, ça revient. La saison 4, il y a quelques gouttes qui sont parsemées, tout ça, quand Japp il appelle et que il dit, vous vous souvenez, Poirot, lorsque vous vous êtes fait capturer, on vous a planté la seringue a disparu. Pour ma part, je voulais vous appeler, mais j'ai peur d'en parler, Poirot. C'est un sujet que vous n'aimez pas beaucoup entendre ces derniers jours. Je devine que vous avez deviné de quoi je veux parler. Allez-y. Inutile de vous demander si vous vous souvenez ce qui s'est passé à la centrale électrique de Battersea. Donc après, nous sommes allés à Buckingham, où on a reçu nos décorations, et j'avais fait appel à une équipe pour qu'ils viennent récupérer et faire un inventaire de tout ce qu'il y avait dans l'entrepôt, là où vous avez été séquestrés. Et il semblerait que des objets manquent. La seringue, entre autres, qui nous a transpercé, n'a jamais été retrouvée. Comment ça, pas retrouvé? Oui, une fois qu'on a procédé à l'inventaire des objets, on a constaté que la seringue était manquante. Et on retrouve
la scène post-générique où on retrouve le personnage de Prickster, personnage du surintendant dans la saison 1. Voilà. Donc ça, ce sont mes principales sources qui vont m'aider à construire mes saisons. Alors des anecdotes sur le montage. Oui, j'en ai quelques-unes, notamment celle que je trouve marrante parce que il y a un petit contresens, c'est dans la saison 4 quand Poirot, Hastings, Japp et Miss Lemon vont à Berlin. On entend le pilote dire Please remain in your seat. Restez à votre siège. Restez assis. Et juste après, on entend Poirot qui dit Excusez-moi Hastings, je voudrais passer. Bon. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seatbelt sign and you are free to move around the cabin. I'd like to remind you though, for your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you do remain in your seat. Excusez-moi Hastings, je souhaiterais passer. Ah, oui. Clairement, c'est assez marrant, mais en fait, j'ai conservé la voix du pilote parce que ça permettait à l'auditeur de dire effectivement ils sont dans un avion. Là, on entend un pilote d'avion qui vient de parler, on entend sa voix retransmise dans les haut-parleurs. Bon, après que Poirot en ait quelque chose à foutre de ce qu'il vient de dire, personnellement, on s'en fout. Et voilà, il dit remain in your seat, et puis l'autre qui se lève pour aller rejoindre Japp, les places étroites, les endroits qui sont plus serrés que d'autres, où là on a une troupe coincée dans une partie de l'appareil et puis il y a un autre endroit où il y a quasiment personne. Oui. Allez mon ami, attendez que je me pousse. Pardon madame. Ah, mais faites attention. Je suis désolé. Oui, excusez-le. Excusez. Pardon. Vous n'êtes pas tout seul ici. S'il vous plaît. Merci. Excusez, Jack, il n'y a pas de place ici. Inspecteur Japp, il n'y a personne sur ce siège. Non, je suis bien tranquille ici. Ah, bah vous en avez de la chance. Là-bas, nous sommes serrés comme des sardines en boîte. La répartition des places, bah, tout ça, ce sont des anecdotes qui sont un petit peu vraies, hein, on va dire. C'est pas sûr, c'est pas, comment dire, très, très strict là-dessus. Après, je sais que la saison 4 est celle qui a demandé, le plus de bruitage, on va dire, authentique. D'ailleurs, nous avons une petite société qui nous a rejoint, Pyramidion Studio, qui nous a fait l'enregistrement au Caire. Ils sont allés là-bas pas que pour ça, hein. C'était pour un autre projet en parallèle. Et ils m'ont fait des captures son de l'aéroport du Caire, de la ville, du muezzin, tout ça sur place. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais des enregistrements authentiques. Et ça, franchement, c'est pas mal. De toute façon, les principaux enregistrements de bruitage et surtout d'ambiance sonore sont authentiques, tirés des lieux réels. Par exemple, dans la saison 3, au chapitre 11, lorsque Poirot et Hastings rentrent dans la cathédrale Saint-Paul, bon, il me fallait le bruit caractéristique d'une porte de cathédrale. Allons-y. Parce que le premier bruit, quand on entre dans une cathédrale et qu'on est seul, le premier bruit, c'est la porte qui se referme. Et déjà ça met tout de suite dans l'ambiance, on sait où on est. Et ça, c'est très important. Et on a eu la chance d'avoir, de pouvoir enregistrer ce son dans une église vide. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un son nickel là-dessus. Et c'est comme ça pour différentes choses. Pour la scène de baston, Hastings se bat avec les deux sbires de Madame Siegfried à l'hôpital. La scène de baston, si vous voulez, on a mis en scène une chorégraphie. Donc ça nous a permis de coller
des sons par-dessus à chaque coup, ce qui nous donnait une bagarre très réaliste. Et du coup, on a gardé le son. Mais c'est Yasmina. Oh mon Dieu! Attends un peu, enfoiré! Tape dans la gueule, hein, c'est ça? Touche pas! Allez, crève! Voilà. Ça, ce sont des petites anecdotes qui sont assez pas mal, je trouve. Parce que ça demandait quand même beaucoup de boulot, de coordination. Parce qu'il fallait aussi que ça soit fait, comment dire, dans les temps. Je voulais pas trop espacer la diffusion de mes vidéos. Pourquoi? Parce que il faut quand même que ça garde une certaine régularité, surtout lorsqu'on est en pleine saison. Entre chaque saison, ça va, on peut se permettre un petit peu de temps off, mais entre chaque chapitre, c'est compliqué. C'est pour ça que la coupure d'1 an pour la saison 2, ça m'a mis un petit peu dans l'embarras. Après l'édition, c'est aussi la saison 4 qui a demandé le plus de... je me suis servi de beaucoup d'images d'archives. Donc là, c'est pareil, ce sont des images réelles, d'événements réels. Quand ils vont rendre visite au faux sculpteur, normalement, la scène aurait dû être décrite. On se serait présenté face à ce sculpteur prénommé Moudir, c'est son vrai nom, enfin c'est le nom tout du moins qu'il donne en plus dans la saison, c'est le nom qu'il donne aux vraies personnes qui sont allées le voir pour vérifier son travail. C'est des vraies pierres qu'il sculpte, avec des pierres dont la datation correspond à l'époque ramesside, et c'est vrai que pas loin de chez lui, on a toute une ruine d'un ancien temple qui date de l'époque de Ramsès II. Ou tout du moins, enfin moi je pense Ramsès II, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais tout du moins de la dynastie des Ramsès. Et donc on a ces ruines, on a ce sculpteur qui présente son travail, et effectivement, si on procède à des études pour connaître la datation et tout ça, on va arriver à du matériel qui est d'époque, mais qui a été fait en 2 minutes, il y a un quart d'heure. Voilà. Et c'est pour ça que le buste de Néfertiti, c'est assez intéressant parce que il a toujours cette ambiguïté. Il a été présenté comme étant une découverte archéologique absolument extraordinaire, alors que les circonstances qui entourent cette découverte sont très obscures. Très très obscures. Si on reprend l'histoire, de toute façon, c'est bien simple. Ce que je raconte dans la saison qui traite du buste, donc la saison 4, les événements sont réels. Borchardt a vraiment été mandaté par l'empereur pour redorer un peu le blason de l'Allemagne dans le domaine archéologique, égyptologie surtout. Parce que là, c'était la grande époque. La grande époque. La première vraie découverte archéologique, c'était fait par un militaire français, c'était en 1799, un officier français, Pierre-François Bouchard. C'est la pierre de Rosette, qui a été considérée comme la première découverte archéologique égyptienne. Et après, il y a eu les Anglais dans les années 1800,
Amelia Edwards en 1831. Howard Carter, ça c'était par contre dans les années 1900. 1920. Si mes souvenirs sont bons, 1922, je dirais même, avec Toutankhamon. Parce que Borchardt, c'était 1912, et il y a dû avoir à peu près 10 ans d'écart. Mais bon, quand Howard Carter a découvert le masque d'or de Toutankhamon et tout ça, il s'est pas rapproché de Lord Carnarvon pour lui dire, écoute, tu peux planquer ça chez toi. Voilà, non, la nouvelle, elle a fait le tour du monde. En plus de ça, il a pas traîné du tout pour mettre son rapport. Ça a été une découverte absolument remarquable, puisque tout était vrai, même s'ils ont agi comme des bourrins. Ils ont agi dans la précipitation. Le sceau qui scellait l'entrée du tombeau, il a été brisé, ils ont même pas fait gaffe. Ils ont même trouvé la momie de Toutankhamon, qui ont déchiqueté parce qu'ils voulaient connaître la raison de sa mort, mais ils n'ont jamais pris les précautions nécessaires pour garder la momie intacte. Ils ont agi comme des cons. Là-dessus, ils ont agi comme des cons. Mais après, c'est vrai que l'affaire Toutankhamon, il y a tout un mystère qui est autour. Personnellement, je crois pas à une malédiction. Non, parce que les morts qu'il y a eu ont été naturelles. Sauf qu'il y a eu des accidents. Howard Carter, il est mort de vieillesse, hein, il est mort de sa belle mort. Hein, il n'est pas mort, il n'a pas été touché par une malédiction, et pourtant c'était lui le premier, on va dire, le premier coupable. S'il fallait qu'il y ait un mort pour qu'il y ait une malédiction, il fallait que ce soit lui. Et donc Borchardt, lui, on l'a envoyé sur place, et quand il est arrivé, c'est limite si on se foutait un petit peu de sa gueule, parce qu'il y avait déjà les Anglais qui étaient sur place à Télé-la-Marna, ils sont partis un petit peu avant. Lui, il est arrivé un petit peu comme un cheveu dans la soupe, et c'était limite si on lui disait, mais Coco, écoute, ça sert à rien que tu viennes, tu vas rien trouver. Et il s'est un petit peu plus rapproché, parce que Télé-la-Marna, comme je le dis dans la saison, c'est la ville qui a été construite par Akhenaton et Néfertiti sous leur règne, sous leur demande, et ils en ont fait leur capitale. Donc, c'était une ville riche quand il y avait de la vie dedans, parce que après la mort des souverains, la cité est morte aussi vite qu'elle s'est édifiée. Et lui, il va se rapprocher d'après les plans qu'il a pu établir, il s'est rapproché de la pièce qui était un atelier tenu par un sculpteur du nom de Toutmosé. Et c'est là qu'il aurait fait les découvertes. Il a découvert des choses, hein, il a fait des découvertes, il a exhumé des bustes et tout ça. Moi, je crois que celui d'Akhenaton, qui est complètement défiguré et en noir et blanc, celui-là, je crois qu'il est réel. Il est d'époque, parce qu'on voit l'érosion, on voit qu'il a été abîmé. On peut affirmer sans arrière-pensée, que lui, il a subi l'impact du temps. Quoi. 3000 ans, hein, c'est pas 3 jours. Hein. 3000 ans, il faut que ça s'écoule. Et puis à côté, vous avez Néfertiti, qui est intacte, en couleur, et voilà, elle est légèrement abîmée, hein, les oreilles un petit peu abîmées, l'œil manquant, bon bah voilà, hein, elle a perdu un œil, si tant est qu'elle l'a perdu. Et il y a un morceau de plâtre sur sa coiffe qui a disparu aussi. Bon, ce sont pas des dommages qui prouvent que ce buste a 3000 ans. Voilà, si un bout de plâtre est tombé, c'est tout simplement parce qu'il tenait mal. Ou alors que les oreilles, elles ont été un petit peu abîmé parce que par frottement, parce qu'il a été un petit peu trop manipulé, ou voilà. Le truc, c'est que Borchardt, quand il va apprendre que la famille royale s'apprête à le visiter, c'était au mois de décembre 1912, qu'il va venir le voir en Égypte pour se rendre compte où il en est. Bah moi je pense qu'il a dû paniquer parce que il n'a pas dû trouver grand-chose, finalement. Déjà, son rapport de fouille, qui a mis quand même 10 ans à sortir, bon, qui est disponible sur le site que je mettrai en description et qui apparaît dans le générique avec le titre de l'article dans le générique de fin de la saison 4, il semble pas qu'il ait découvert grand-chose. Et puis, il y a cette précipitation. On sait qu'il a côtoyé des faussaires sur le Caire.
l'histoire avec Paolo Dingli, c'est un des faussaires qu'il côtoyait. Et c'était un des faussaires également à l'époque parce que ce que Charles Lemaire dit dans le chapitre 14 de la saison 4, ce qui est curieux d'ailleurs parce que on a les mêmes initiales, ce n'est pas anodin forcément, eh bien il dit comme ça que c'était vrai et effectivement une pratique courante que des rénovateurs d'objets d'art pouvaient emmener les objets chez eux pour pouvoir les étudier un peu plus profondément, et pourquoi pas, ils étaient libres d'en faire une copie, ils avaient le temps nécessaire. Après, il y a eu aussi l'époque où au musée du Caire, c'est tombé à peu près dans ces périodes-là, 1910. Il y a eu une époque où au musée du Caire avait énormément besoin d'argent, donc du coup, il y avait le magasin du musée du Caire. Émile Brugusch, que je mentionne également dans la saison, c'était un des responsables du magasin du musée du Caire, et lui, il était chargé de vendre des objets archéologiques, des vrais objets, parce que le musée avait besoin d'argent. C'était pas choquant à l'époque. Mais les gens qui rachetaient, qu'est-ce qui en empêchait d'en faire des copies? Personne. Retrouver des pigments et tout ça, machin, parce que des faussaires, il y en a eu, mais des très bons faussaires. Il y a eu aussi des très bons, il y a eu des faussaires un petit peu moins bons. C'est comme dans tout, mais il y en a eu des excellents. Comme je le dis, il ne serait pas surprenant, et d'ailleurs, la responsable du musée de Berlin, du Neues-Museum de Berlin, l'actuel, dit comme ça, il serait surprenant aussi qu'il n'y ait pas un faux dans chaque musée. Il n'existe pas un musée au monde qui ne possède pas de faux. Il faut dire que les faussaires livraient un travail de très grande qualité et en tant qu'experts, nous ne sommes jamais à l'abri d'acheter un faux. Et même nous, dans nos réserves, on possède des faux. Bon, ça fait quand même bizarre de la part d'une personne qui défend bec et ongle l'authenticité du buste. Enfin voilà, ça c'est un petit peu bizarre. Et après, donc, l'empereur arrive. Moi, je pense que la situation s'est déroulée comme ça. La famille impériale débarque. L'heure est venue maintenant à Borchardt de montrer ce qu'il a découvert. Moi, je pense qu'il voulait présenter le buste comme étant une œuvre personnelle, mais avec des techniques de l'époque. Regardez ce que j'ai fait, mais avec les moyens qui étaient utilisés à l'époque. Et ça, je pense qu'il n'a pas pu vraiment le dire, parce que, mesdames et messieurs, je vous présente le buste de Néfertiti. Alors, admiration. Et du coup, pourquoi se poser la question? Pourquoi penser que c'est un faux? Aucune. Et là, Borchardt, il s'est retrouvé un petit peu dans la merde. Parce que là, il se dit, merde, je leur ai présenté un truc, ils croient que c'est le vrai, mais je vais pas leur dire, écoutez, non, réfléchissez 2 secondes, ce machin, il est censé avoir 3000 ans. Tu peux pas t'adresser comme ça à une personne royale, c'est pas possible. Ou alors ça pourrait te coûter très cher. Et donc, le voilà pris à son propre jeu. Et vient le moment où il faut sortir les objets, vient le moment du partage, comme on dit, où ce qui doit rester au musée du Caire, reste au Caire, et ce qui peut être envoyé à Berlin est envoyé à Berlin. Il y a donc le partage qui est supervisé par un Français, Gustave Lefebvre, qui est représentant auprès du musée du Caire. Et à l'époque, je crois qu'elle est toujours active d'ailleurs, il y avait une clause qui stipule que toute représentation royale se doit de rester au Caire, sauf autorisation spécifique. Et lorsque Lefebvre commence son partage, il ne remarque pas, selon lui, le buste polychrome. Bon, il faut savoir que quand même, c'est un buste qui fait environ 50 cm de haut. Ça se remarque. Et, un buste de 50 cm d'une belle envergure et qui pèse 20 kg. Bon. Et puis en plus, c'est le seul objet, je vais dire 100% intact, parce qu'il est quand même il est quand même remarquablement conservé. Et on lui aurait présenté des photos, donc en noir et blanc, et l'information comme quoi il s'agissait du buste de Néfertiti ne lui a jamais été transmise. Il dira d'ailleurs, il ne se souvient même pas de l'avoir vu. Bon, admettons. Et puis, on connaît les circonstances du partage par un certain Bruno Guteborg qui a écrit dans une lettre les circonstances de ce fameux partage. Il parle clairement de photographie,
Lefebvre n'aurait jamais vu ou ouvert les caisses qui contenaient toutes ces découvertes. Et la sortie du buste a suscité, et suscite encore, une grande véhémence de la part du directeur du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Il s'appelle Zari Hawass, je le mentionne dans la saison. Lui, il va pas avec le dos de la cuillère, il lance carrément des accusations d'escroquerie et de vol envers Borchardt et la sortie illégale du buste du territoire égyptien. Bon, moi personnellement, je suis partisan de la thèse que c'est un faux, c'est une saloperie. Saloperie, c'est un petit peu fort, mais je veux dire, c'est pas une découverte authentique, archéologique, datant de l'époque d'Akhenaton. Non, pour moi, ce buste a 100 ans, ça me paraît plus logique. Donc, en fait, une fois sorti de l'Égypte, le buste atterrit sur le rebord de la cheminée d'un certain James Simon, qui a été le mécène de Borchardt. C'est lui qui a financé l'expédition que Borchardt a menée à Tell el Amarna. Et du coup, par ce biais, il se retrouvait acquéreur de certains de ces objets. Donc le buste a atterri chez lui. Il y a eu de nombreuses demandes de la part du musée, dont un certain contemporain de Borchardt qui s'appelait Heinrich Schaffer, qui exige le buste pour l'exposer, mais également un rapport de fouille. Au bout d'un moment, parce que Borchardt ne fait que refuser. Il est en rénovation, il va sortir ça au moins une fois. Bon, un buste qui est en couleur, qui est quasiment intact, qui est vraiment, même s'il présente certaines anomalies, bon, c'est pas à ce buste-là que je penserais pour faire une rénovation. Je penserais plutôt à celui d'Akhenaton, qui est en 1000 morceaux, défiguré et qui ressemble à rien. Lui, par contre, oui, il aurait besoin d'un lifting, oui. Mais pas Nefertiti. Et c'est ces excuses qu'il va sortir, qu'il va trouver un petit peu en catastrophe, comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose. Et lorsque le conservateur, ce monsieur Schaffer, va commencer à lui dire « Bon, écoute, Coco, ça commence, la comédie a assez duré, j'exige que tu me prêtes le buste. Et en même temps, je veux un rapport de fouille dans les règles. » Donc un peu dans la précipitation, il rédige son rapport de fouille. Comme il va le dire, il va écrire le décrire ne servirait à rien, il faut le voir. L'état dans lequel il a été conservé est exceptionnel. » D'ailleurs, Poirot reprend clairement cette phrase dans le chapitre 2. Borchardt affirme à propos du buste, le décrire ne servirait à rien, il faut le voir. L'état dans lequel il a été trouvé est exceptionnel. C'est curieux de la part d'un égyptologue de dire le décrire ne servirait à rien. C'est un petit peu le but, en fait, de ce qu'on recherche d'un archéologue. Le décrire, le décrypter, ne pas se contenter à une simple phrase. Et on voit dans son rapport de fouille le buste qui repose sur une étagère, qui serait tombé face contre terre, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est lui, plutôt, c'est marqué dans son rapport, et que ce qu'il a remarqué en premier était la couleur chair du buste. Or, bon, si je vous montre le buste de profil, bon, vous voyez un petit peu comment il est sculpté de profil, avec la coiffe qui part carrément vers l'arrière, qui est un petit peu, pour moi, qui est un petit peu démesuré par rapport au reste du visage. Le cou qui est relativement allongé, avec le petit lifting à l'arrière, là c'est ce qu'on montre dans l'épisode où il scanne la statue. Bon, à mon avis, le cou renforcé, ça servait justement à essayer de le maintenir droit, pour compenser le poids de la coiffe. Et les épaules coupées verticalement. Bon, d'après les experts du musée, du Neues-Museum de Berlin, et même pour monsieur, que je change son nom, j'ai repris son nom, mais j'en ai fait un anagramme, c'est monsieur Baroli, dans la série, son vrai nom, je ne le dirai pas, mais c'est l'anagramme de ce nom que j'ai utilisé, qui est, lui, considéré comme un expert de Nefertiti. Bon, moi, personnellement, je l'aime pas vraiment, je trouve que, enfin, j'ai rien contre la personne en question, mais je trouve que ces arguments, pour reprendre ses mots, ce sont pas non plus des arguments de valeur. Ça, c'est sa phrase, ça, c'est pas un argument de valeur. D'ailleurs, il le répète 2 fois, il fait 2 interventions dans la saison, et c'est les 2 phrases qui va sortir, qui va nous sortir. En tout cas, dans un interview, je l'ai vu dans un interview, et cette phrase ressort de nombreuses fois.
Pour moi, c'est comme si tu pissais dans un violon, quoi. Ça veut tout dire et rien dire. Tu te justifies de quoi en disant ça? De rien. Tu dis juste que ça ne permet pas d'être sûr. Mais l'inverse aussi. T'es pas sûr. Donc il fournit le truc en catastrophe. Quand Monsieur Stirling va s'intéresser au buste, lui c'est venu d'une visite qu'il a fait, c'était pas le Museum à l'époque, parce que c'était dans les années 80, c'était encore l'ancien musée de Berlin, parce que Neues veut dire nouveau, en allemand. Et donc quand Monsieur Sterling est arrivé, Sterling c'est le nom qu'on a pris pour la série, on l'a changé en Sterling, et Henry en Heinrich, pour éviter de reprendre, mais comme on parlait de son œuvre, on pouvait pas trop changer son nom non plus. Et donc, lui, il a été voir le buste, et quelque chose l'a intrigué. Il est bizarre. Bon, c'est vrai que quand on le voit, on dit qu'il est pas super bien proportionné, hein. Comme je l'ai dit, il a une coiffe démesurée, un cou allongé, bon, les épaules qui sont coupées verticalement, mais on a l'impression qu'elle a un long cou, une grosse tête et des petites épaules. Il y a un peu une défaut de proportion. Et bon, après, hein, ça pouvait être d'époque, hein, parce que quand on voit les sculptures d'Akhenaton, on va pas dire que les proportions, j'espère qu'il ressemblait pas à ça. Moi, c'est ce que j'espère pour lui, hein. Et donc je pense que Néfertiti quand même devait être une très belle femme, parce que déjà son nom veut dire la belle est arrivée, effectivement. Et j'avais lu aussi un bouquin sur elle de Christian ou Christophe Jacques, je sais plus l'un ou l'autre, où il parle de Néfertiti. C'est un peu la vie de Néfertiti, mais en version romancée. Et lui, c'est un écrivain qui s'est beaucoup intéressé à l'Égypte antique. Il a écrit aussi un bouquin sur Toutankhamon que je possède également, et franchement, c'est bien écrit. Et à mon avis, Néfertiti devait être une très belle femme. Donc Sterling, déjà, se pose la question. Il va commencer à faire ses recherches qui ont bien duré une vingtaine d'années, et il va effectivement recevoir la visite de 2 émissaires de Berlin, que lui va dire que ce sont des archéologues, mais personnellement, comme Miss Lemon, j'en doute. Pour moi, ce serait plus des agents du gouvernement, parce que parler de commencer à remettre en question le buste de Néfertiti est en effet assez mal vu, là-bas en Allemagne. C'est un peu leur Mona Lisa. C'est comme si nous on disait la Joconde, c'est pas du De Vinci. Bon, voilà, ça nous blesserait un petit peu dans notre orgueil. Et il va prendre contact avec des personnalités, notamment un certain Dietrich Wildung, qui est un personnage qui existe vraiment, qui existe encore d'ailleurs. Monsieur Sterling, lui, est décédé en 2022. Et dans les années 80, donc au point fort de son enquête, il va prendre contact avec ce monsieur Wildung, qui est un archéologue reconnu. Il va lui faire part de ses craintes, et ce monsieur va lui dire, écoute, dans une lettre, il va lui dire, écoute, tes propos sont dignes de considération. Il y a effectivement un truc, en résumé, il y a effectivement un truc qui ne va pas, et il se met à sa disposition s'il a besoin de lui pour d'éventuelles recherches. Il se propose même d'écrire la préface de son bouquin. Enfin, leur relation, leur collaboration fonctionne. Et en 89, ce monsieur Wildung va être nommé directeur du musée de Berlin. Et à partir de ce moment-là, où est conservé le buste, pardon, et à partir de ce moment-là, son opinion va radicalement changer. Il va plus vouloir en entendre parler. Il refusera d'écrire la préface du bouquin de monsieur Stirling. Et son point de vue va radicalement changer. Il va plus vouloir en entendre parler de l'affaire. Si bien qu'il y a déjà eu une petite enquête. Il y a la scène où Poirot va prendre contact avec ce monsieur Wildung pour lui rappeler un rendez-vous où ils se font passer pour des journalistes, où il va lui rappeler leur rendez-vous pour vendredi. Voilà, ça se passe un vendredi. Leur rendez-vous est prévu pour un vendredi, et puis il le rappelle, et lui, il va refuser de s'exprimer là-dessus. Ce coup de téléphone est tiré d'un vrai coup de téléphone, qu'on peut diffuser, si vous voulez, pour que vous puissiez faire la comparaison. Et ce que je dis, en me faisant passer pour monsieur Wildung, ce que je dis reprend mot pour mot ce qu'il a dit, plus ou moins, aux 2 journalistes. Allô ? Wildung. Oui, monsieur Dietrich Wildung ? Ja. Je vous appelle parce que nous avons rendez-vous demain pour une interview au sujet de Néfertiti. Je voulais savoir à quelle heure on se retrouvait. J'ai envoyé aujourd'hui un email
Well, je refuse catégoriquement de mentionner cet objet. Autrement, j'aurai des grandes difficultés. Wildung? Allô? Monsieur Dietrich Wildung? Ja? Bonjour monsieur, je me permets de vous contacter pour vous rappeler notre rendez-vous de demain sur l'affaire Nefertiti et... J'ai envoyé un email dans la soirée et je refuse catégoriquement de m'entretenir avec vous sur ce sujet car autrement j'aurai de grandes difficultés, non, comment vous dites, problèmes, voilà. Des problèmes? Mais vous n'avez rien à craindre de nous, monsieur. Mais ce n'est pas avec vous dont il s'agit. Mais je... Restons-en là, monsieur, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée. Très bien, monsieur Wildung. Vous voyez, c'est quand même assez ressemblant et puis assez bizarre aussi. De la part de quelqu'un qui se propose volontaire et qui change son avis du tout au tout. Donc déjà là, il y a aussi quelque chose de pas net, comme si on voulait que quelque chose ne s'ébruite pas. Après, il y a bien eu des analyses. Les analyses qui ont été faites ne remettent en aucun cas que ce buste ait été fait d'époque ou qui a été fait en 1912, parce que les matériaux sont d'époque, les pigments le sont également. Les pigments, ils en ont. Les images d'archives que je montre en parlant des pigments, ce sont les vrais pigments que possède le Neues Museum de Berlin. Et donc des pigments, c'est facile à trouver, surtout lorsqu'on est en Égypte, surtout lorsqu'on est au Caire, et surtout lorsqu'on descend d'une famille de sculpteurs, voire même de faussaires. Après, la création du personnage de Mustapha Dingley, c'est une création personnelle. Je n'ai aucune idée, je n'ai eu aucun moyen de savoir si effectivement Paolo Dingley a eu une descendance. Mais bon, je me débarrasse du personnage aussi vite que je l'ai créé. Mais franchement, ça reste dans le domaine du possible. Après, moi, j'expose ma vraie théorie sur le buste de Nefertiti dans la saison 4. Pour moi, c'est pas un authentique. Il y a trop de divergences, de points obscurs. Quand il y a trop d'obscurité, il vaut mieux s'abstenir d'affirmer des trucs. Et là-dessus, sur le buste de Nefertiti, c'est énorme. C'est énorme. Je pense que M. Sterlin a été la première personne à soulever autant de problèmes et à mettre par écrit le résultat de son enquête. Je pense qu'il y a eu des gens qui se sont posé la question, mais ils se sont juste arrêtés là. Ils se sont dit, c'est bizarre, mais c'est tout. Sans plus. Ils n'ont pas essayé de creuser la question. Mais lui, par contre, il a tout retourné. Lui, il a tout épluché. J'ai vérifié moi-même. C'est des propos qui tient à propos de Borchardt quand il fait une comparaison avec son rapport de fouille, parce que le rapport de fouille, je vous rappelle, c'est disponible sur Internet. Et effectivement, on retrouve les mêmes trucs. Il les a pas pondus, il les a pas inventés. Vous avez également la possibilité de traduire, parce que le rapport est rédigé en allemand, normal. Mais bon, vous avez la possibilité de sélectionner le texte. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je sélectionnais le texte et je le faisais traduire sur un site de traduction. Parce que je parle pas un mot d'allemand. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de faire la comparaison et de dire effectivement, ce qu'il affirme, les problèmes qu'il soulève, ils existent. C'est pas une folie qui lui est venue. Non. Débunkage, ça c'est le terme actuel. On entend du débunkage partout. Lui, je pense qu'il a débunké le mythe du buste de Nefertiti. Et en reprenant son histoire, je la débunk à mon tour. Alors oui, les personnages évoluent. Encore heureux, parce que si on restait toujours dans la même caractéristique, c'est pas l'idéal. Mais oui, ils évoluent effectivement. Dans la saison 1, comme je l'ai dit, on a voulu traiter le personnage, enfin les différents personnages de manière assez comique. Quand on met Poirot et Hastings ensemble, j'essaye de faire ressortir un brin de comédie. Généralement, quand ces deux personnages sont ensemble, c'est Hastings qui amène un petit peu le côté comique du truc. Après,
Comme je vous l'ai dit, pour moi, le chapitre 3, c'est le premier vrai chapitre, parce que là, les voix étaient attribuées, déjà. Donc, je savais quel personnage allait avoir telle voix. Et puis, on a Poirot qui se met à tabasser Hastings avec un oreiller, parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut lui faire comprendre, justement. Oh non! Non, mais c'est pas vrai! J'ai été stupide! Faut que j'aille retrouver Hastings! Hastings! Mais quoi? Non mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Il est 5h du matin! Hastings, j'ai été stupide! Vous me dites tous les jours que je suis stupide et c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Mais oui, mais parce que vous, c'est un état naturel, tandis que moi... Tandis que vous... Tandis que moi, c'est différent. Et pourquoi m'avez-vous réveillé? Et parce que depuis le début, nous faisons fausse route. Depuis le début, nous sommes partis sur de mauvaises bases parce que nos informations étaient erronées. Mais je comprends toujours pas où vous voulez en venir. Ah merde, enfin! Il n'y a pas de source d'intelligence sur le point de venir. Arrêtez de me taper sur la tête! Nous n'avons pas affaire à une disparition, mais à un meurtre. Comment ça? Mais réfléchissez! Avec la tête dans le cul, c'est difficile de réfléchir. Vous-même, Hastings, en avez fait la remarque. Ah, je viens de m'entendre en écho. Et pourtant, Madame Butternut a dit avoir pris contact avec l'inspecteur Japp 24 heures plus tôt. Ouais. Donc trop tôt pour signaler une disparition, vous voyez? Vous voyez vraiment ce que je veux dire? Oui. Ça explique pourquoi Japp mangeait des chips et ne s'intéressait pas à l'histoire de Madame Butternut. Quoi? Mais bordel! Qui? Mais quoi? Je répète. Mais parce qu'il sait quelque chose qui pourrait aussi considérer Madame Butternut comme suspecte. Et maintenant, Hastings, hein? Toujours pas de sursaut d'intelligence? Si je dis non, vous allez faire quoi? Bah sinon c'est simple, je vous balance par la fenêtre. Bah alors, je dis oui. Aïe! Mais... C'est... On repart. Ça, je vais dire que j'ai pensé un peu à... J'ai pensé un peu à Louis de Funès, en fait. Vous savez, quand il s'énerve, il essaie de... Voilà, mes bougres d'abrutis. On se promènerait pas plus tôt, la nuit, pour faire des mauvais coups. Mais bougre d'abruti! Attention, commissaire! C'est quelque chose que Louis de Funès aurait pu dire. Tabasser quelqu'un avec un oreiller, il aurait pu le dire. Enfin, il aurait pu le faire. Et bah voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Et la saison 1, même si au fur et à mesure on dramatise l'affaire, eh bien, elle a ce petit côté comique. Je m'arrange toujours pour mettre un petit côté comique dans mes saisons. Bon, la saison 1, c'était ça, parce qu'à la base, ça devait être ça. La saison 2, c'est quand Hastings y rêve, par exemple, il se met à rêver de Monte Carlo et du casino de Monica. Puis il y a Poirot qui vient le réveiller et il dit non, il y a encore là le vieux renard enragé. Oh, Monte Carlo, la plage. Et Monica, la belle Monica. Hastings. Oh oui, le pitching wedge. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il veut... Le trou. Il s'est bourré la fiole cette nuit? Ah, Monica. Non, c'est pas de l'alcool. Notre swing. Non, mais par contre, Hastings, vous aurez besoin de bonbons à la menthe. Ah, tout sur le rouge, Monica. Oh, oui. Ah, ma belle Monica. Oh non, encore lui. Encore qui? Pas moyen d'être tranquille 5 minutes. Il est toujours là, le vieux renard enragé. Le vieux renard? Ah. Allez-y, continuez, Hastings. Le vieux renard enragé, c'est également une expression que j'ai tirée de la série Poirot avec David Suchet. Vous savez que c'est un élément très dangereux.
Il n'a posé aucun problème jusque-là. Non, mais il est bien trop malin. Ça fait des mois qu'on voulait lui mettre la main dessus. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu savoir son nom. Il s'appelle comment? C'est vraiment pas drôle, Chap. Vous savez, personne ne le connaît sous son vrai nom. Mais tout le monde le surnomme le vieux renard enragé. Le vieux renard enragé. Cette expression, elle vient de là. Moi, ça m'a fait rire à l'époque, donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas la garder. Et puis, vieux renard enragé, ça correspond bien à Poirot, je trouve. Dans certains cas, attention. Vieux renard, dans tous les cas, mais enragé, il n'en démord pas, quoi. Donc je pense que ça lui correspond bien. Donc il y a ça. Poirot, quand il va se mettre à travailler à l'encontre des lois, bon, bah là, c'est pareil, comme je l'ai raconté. Déjà, c'est quelque chose qui va pas surprendre. Enfin si, qui surprend quand même un petit peu, mais bon, limite, on est derrière lui, on a envie d'être avec lui. Et donc il va travailler à l'encontre des lois. Là aussi, je me suis inspiré de la série avec David Suchet. Et même si pour lui l'expérience elle foire complètement, moi il réussit à faire ses coups. Après, il n'arrive pas au bout de son enquête comme il l'aurait voulu. J'ai pas envie de spolier. Je laisse le soin aux auditeurs d'écouter les saisons. Et puis donc Poirot, il va évoluer dans le sens où il va se rendre compte que sa notoriété, sa célébrité, eh bien, ça fait pas tout. Que le monde qui l'entoure évolue, certes, change, mais pas vraiment dans le bon sens, en fait. Ce qui se passe un petit peu dans la réalité, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand il va perdre son procès, ça va lui mettre une claque en pleine gueule. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aboutir ses enquêtes, de réussir quand il pour la reine et tout ça, il réussit. Pour la GBU, il identifie l'assassin. Dans la saison 2, il identifie l'architecte. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup de mal pour réussir, mais quand il arrive à un échec, et surtout qu'il prend cher dans la saison 4. Excusez-moi, si je peux me permettre, cet interrogatoire est tout à fait hors de sujet. Nous sommes ici pour juger cette femme qui a commandité des assassinats. Monsieur Poirot, insinuez-vous que je fais mal mon travail? Je vous demande de vous taire ou je vous condamne pour outrage à magistrat. Écoutez-moi bien, monsieur Poirot, vous n'êtes pas juge, à ce que je sais. Ça fait 2 fois que vous interrompez la cour. À la 3e, je me verrai dans l'obligation d'appliquer la sanction et de vous inculper pour vol. Taisez-vous, Poirot. Toutefois, par respect pour vous et pour votre réputation, je vais vous accorder votre chance. Maître Karl Richter, pouvez-vous nous montrer les preuves que monsieur Poirot vous aurait fournies il y a de ça 10 jours, s'il vous plaît? Monsieur Poirot ne m'a rien donné du tout, votre honneur. Quoi? Mais c'est une blague? Mais vous mentez, monsieur le juge. Cet homme ment sous serment. Silence, taisez-vous. Je me vois dans l'obligation de passer outre le verdict des jurés pour cette affaire. Je la déclare sans suite pour absence de preuves. Madame Siegfried, vous êtes libre. Mais c'est du n'importe quoi. Eh bien, ça a dû le démolir. Je vous l'ai dit, un ancien gendarme donc qui suit les règles et tout ça, bon là, en tant que détective, il peut se permettre d'arrondir les angles. Et là, il se rend compte que, parce qu'ils volent quand même le buste de Néfertiti, ils font une entrée par effraction et tout ça, pour pouvoir l'étudier, et ils le rendent après. Mais, qu'est-ce qui se passe au procès? Eh bien, l'affaire est complètement détournée. On n'est plus là pour juger une meurtrière, on est là pour juger Poirot, finalement. C'est Poirot qui se fait juger. Et ça, je pense que ce retournement de situation, personne s'y attendait, lui non plus. Donc son personnage a pris une grosse claque, et je pense que c'est ça qui va remettre un petit peu en question sa vision des choses sur les péripéties à venir. Après, comme personnage qui a beaucoup évolué, enfin, je vais commencer par les personnages qui ont peu évolué et ceux qui qui ont beaucoup évolué. Je vais embrayer sur Miss Lemon. Miss Lemon qui est un personnage qui est extrêmement important, malgré qu'elle n'apparaît pas aussi souvent que Poirot et Hastings.
Mais c'est un personnage qui a réellement beaucoup d'importance parce que elle est, comment dire, c'est l'articulation des deux, des trois même. C'est elle qui fait que tout fonctionne entre les quatre. Entre les quatre, Poirot, Hastings, Japp et elle. C'est le rouage de leur amitié. Pourquoi? Parce qu'elle calme le jeu quand ça devient tendu, elle rebooste quand ça devient... voilà. Elle console, et puis c'est une femme. Et ça a énormément d'importance. Quand, par exemple, ils viennent de braquer, ils viennent de cambrioler le Neus Museum, ils reviennent à l'hôtel, il y a la police qui les attend devant leur hôtel. Qu'est-ce qu'il dit, Japp? Il dit, on est foutus. Et elle dit, bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, on va suivre le plan et on verra après. Et personne ne mouffe après. Regardez, la police. Oui. Je vous avais dit qu'il finirait par avoir des soupçons. Vous ne m'aidez pas, là. On est foutus. Vous croyez? Bon, pour le moment, ce n'est pas le cas, alors soyons prêts. Si c'était un mec, il lui aurait dit, bon, écoute, Coco, ferme ta gueule, ouvre les yeux, hein, tu vois bien que là, on est un petit peu dans le brin. Mais non, là, il mouffe pas. Quand dans la saison 3, il y a Japp et Hastings qui montent sur leurs grands chevaux parce que c'est deux caractères forts. Et Silman a dit, bon, vous arrêtez tous les deux? Sur les lieux. Et pourquoi attendre demain? Mais parce que là, nous ne pouvons rien faire, Hastings. Mais qu'à le faire à l'ancienne, on défonce tout et on entre. Oui, et après, hein? Si on ne trouve rien, on aura l'air de quoi? Mais nous sommes sûrs que Poirot est bien rentré dans cette prison. Restez là. Je vais quand même en parler au commissaire. Mais vous ne bougez pas de là. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Hastings, si quand je reviens, vous n'êtes pas ici, je vous retrouve et je vous arrête. Vous me faites marrer. Pour quel motif? Entrave dans une enquête de police. Tiens, ça me ferait mal, ça. Bon, vous vous calmez tous les deux. Inspecteur Japp, allez parler au commissaire, et je vais m'assurer qu'Hastings reste bien là. Je vous fais confiance. Vous pouvez. Allez-y. Et plus rien. Elle va calmer Hastings, qui lui est un personnage qui a carrément évolué, lui, par contre. Voilà. Elle est là pour ça. Elle est très intelligente. Elle veut faire de son mieux pour aider Poirot, et son caractère, et le fait que ce soit une femme aussi, eh ben ça rajoute un équilibre. Une femme pour 3 hommes, c'est un sacré équilibre. Après, l'inspecteur Japp est un personnage qui a évolué aussi. C'est un flic de Scotland Yard, donc, récemment promu, hein, parce que il a eu son grade d'inspecteur-chef à la fin de la saison 2. Ah, mes chers amis, je profite également de ce cocktail pour vous annoncer solennellement la nomination de l'inspecteur Japp au grade d'inspecteur-chef. Vous l'avez tellement mérité, l'inspecteur principal. Donc, c'est quelqu'un qui aime suivre les règles. Hein. C'est un policier. Et en plus, nouvellement promu, il va les suivre davantage. Pour lui, c'est... Voilà. Si j'ai obtenu ma promotion, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail en suivant les règles. Donc là, on va suivre davantage les règles, comme ça je pourrai accéder à une promotion plus rapidement. C'est un petit peu sa vision des choses. Il va se prendre une grosse tarte dans la gueule, lui aussi, lorsqu'il va apprendre que Poirot, Hastings et Miss Lemon sont les Dark Shadows dans la saison 2. Il s'y attend pas du tout. Pour lui, ce sont ses meilleurs amis qui l'ont trahi. C'est le mot que j'emploie. Oh, l'inspecteur Japp. Bonjour, les Dark Shadows. Je vois qu'il est inutile de le nier. En effet, c'est inutile. Vous voulez prendre quelque chose? Vous savez comment je me sens, là? J'imagine, oui. Je me sens trahi. Trahi par mes propres amis. N'exagérez pas, inspecteur. Vous savez que nous avons toujours été de votre côté. Il se sent trahi et complètement anéanti. Il dit, misère, ce mec, déjà, il m'a provoqué des angoisses et tout. Il pleure, même, dans la saison 2 au début. Oh là 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 là, mais c'est tendu tout ça. Je suis sur les nerfs. J'en peux plus. Il est là, qui guette dans l'ombre jusqu'à ma chute. J'en fais même des cauchemars, Poirot. Je vais quand même pas vous faire un bisou. Allons, du nerf. Vous êtes inspecteur et bientôt inspecteur-chef. Vous devez vous comporter comme tel. Oui, vous avez raison. Alors que faisons-nous maintenant? Il pleure, il craque. Il devient complètement... il est à 2 doigts du burn-out. Et puis en plus, Poirot, Hastings et Miss Lemon, avec qui ils ont demandé de couper les communications avec l'inspecteur Japp, font également des braquages et des vols. Donc ça veut dire que
pour l'inspecteur Japp, il y a une équipe de 3 kikis qui se sont incrustés aussi dans l'affaire et qui rajoutent une couche par rapport à l'architecte qui lui donne déjà du fil à retordre. Donc pour lui, c'est énorme. La soupape, elle est à 2 doigts de péter, et elle pète. Elle pète, mais après, c'est quelqu'un qui... Voilà, il est toujours soutenu. À la fin, quand ils vont courser l'architecte, Poirot, Hastings et Miss Lemon sont là. Ils vont pas le lâcher. Donc ça lui permet de se consoler et de réembrayer rapidement. Il a besoin de ça, Japp, pour fonctionner. Quand tu contactes Japp, tu contactes indirectement Poirot. C'est d'ailleurs ce qui se passe au début de la saison 2. À la fin de la saison 1, vous avez Japp qui part en vacances à Brighton, bon, pour vous donner une idée, hein, c'est dans le sud de l'Angleterre, et puis vous avez les trois compères là qui vont dans un hôtel de luxe à Monte-Carlo. Bon, déjà, quand on regarde la série avec David Suchet, on voit Japp dans sa baraque avec quand il est tout seul parce que sa femme est partie chez sa sœur ou je sais pas quoi, je m'en souviens plus de l'histoire. C'est le bordel chez lui, il n'y a pas d'autre mot, vous avez de la vaisselle crade partout. Il repasse sa chemise, il crame même sa chemise. Il y a la cravate qui est mise de côté, le col, il est débraillé. C'est un mec qui peut pas s'en sortir seul, Japp. Il a besoin d'être entouré. Et il sait qu'avec Poirot, Hastings et Miss Lemon, il est bien entouré. Il n'a pas besoin d'amis supplémentaires. Avec les trois, d'ailleurs, combien de fois ils se retrouvent chez eux, ils se retrouvent ensemble pour manger, pour aller dans un café. Pour lui, il a ses 3 amis, ça lui suffit, il en veut pas un de plus. Et puis là, on lui propose, dans la saison 4, quand Poirot lui dit on va voler le bus de Nefertiti, alors là, ah merde, c'était vrai. Vous aussi, j'espère, mes amis. Oui, pourquoi? Parce que maintenant, nous rentrons à l'hôtel. Il faut mettre en place notre plan. Notre plan? Oui, Japp. Nous allons voler le buste de Nefertiti. Et de retour à l'hôtel... Quoi? Voler le buste de Nefertiti, vous n'y pensez pas? Si. Et vous deux, ça vous choque pas? Ah, on s'est déjà retrouvés de l'autre côté de la barrière, alors maintenant... Il nous arrive de temps en temps de la franchir. Hein, Miss Lemon? Oui, c'est vrai. Quoi? Je suis chez les fous. Ce n'est pas un vol, Japp, c'est un emprunt, et d'une. Et de deux, je souhaite juste faire un scan de la statue, voir ce qu'elle a dans la tête. Ok, très bien. Alors allons-y. Dites-nous comment on va s'y prendre. Vous marchez avec nous, Japp? Je vois pas pourquoi je marcherai avec vous. Ça ne se fera tout simplement pas, c'est tout. Ah là là, mais pourquoi êtes-vous si négatif? Japp a raison, si nous voulons réussir, il nous faudra de l'aide. Parce que quand il apprend indirectement que les Dark Shadows sont en fait Poirot, Hastings et Miss Lemon, c'est juste un truc qu'on lui rapporte. Il va vérifier à la planque qu'ils avaient à l'époque. Il trouve personne. Donc déjà, ça le rassure. Il réalise pas, en fait. Il est au courant, mais il réalise pas. Là, il le réalise. Et là, ça lui fait drôle. Comment dire? Il se rend compte que, finalement, ils ont vraiment fait ça. Il va jouer le jeu. La cause est plus grande. Et puis, il y a toujours ses amis. Il y a l'architecte qui va se joindre à eux et tout ça. Bon, ça va pas lui faire plaisir, mais on voit un inspecteur de Scotland Yard participer à un cambriolage avec un expert en la matière et 3 amateurs, même si ils sont bien entraînés, ça reste des amateurs, c'est pas des professionnels. Donc Japp évolue également, et pour lui, c'est comme Hastings, l'amitié n'a pas de prix. C'est, comme je l'ai dit, hein, il se contente de ces 3-là, il en veut pas un de plus. Alors le personnage qui a le plus évolué dans la saison, dans les saisons, je dirais que c'est Hastings, parce qu'on part d'un bêta, dans la saison 1, moi c'est l'aspect qu'il me donne. Pourquoi un bêta? Parce que quand je regarde la série avec David Suchet et que je vois Hugh Fraser interpréter Hastings, bon personnellement il est bien, hein, c'est un bon acteur. Mais j'ai pas l'impression de me retrouver devant un ex-militaire. Même si le monde des détectives, c'est un milieu inconnu pour lui, il progresse en zone inconnue. C'est pour ça qu'il est toujours un peu en retard avec Poirot. Et c'est ce retard qui accentue le fait que Poirot est plus intelligent que tous les autres. Lui, il débarque. Mais quand il est seul, quand Poirot n'est plus là, il y a son côté militaire qui revient. Son côté impulsif, son côté devoir, protection et tout ça qui ressort, qui ressurgit. Et ça n'attend pas, hein. Ça n'attend pas.
quand il se doute qu'il se passe quelque chose à la prison de Wandsworth, quand il est avec Miss Lemon, il traîne pas. Il est prêt à défoncer la grille pour aller voir si Poirot est toujours là. Il y a Miss Lemon qui temporise, encore une fois, qui lui dit on va aller voir Japp. Ouvrez! Ouvrez cette porte! Activez votre balise, Poirot, s'il vous plaît, mais ouvrez! Hastings, revenez! On va prévenir Japp. Si ils ont fait du mal à Poirot, je sais pas ce que je vais leur faire. Gardez votre calme, Hastings. Allons-y, ne traînons pas. Allons prévenir Japp. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus Poirot. Ils peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils auraient fait avec Poirot. Quand Poirot est là, ils peuvent cambrioler les banques, ils peuvent cambrioler le Neues Museum. Ils se croient tout permis. Pourquoi? Parce qu'ils ont Poirot. Et quand je dis Poirot, je dis tout ce qu'il incarne. Tous ses succès, sa célébrité, c'est une icône mondiale. Donc tant qu'on a lui dans notre camp, on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut. Mais quand il n'est plus là, les choses elles changent radicalement. On va faire ça dans les règles. Japp veut faire ça dans les règles, laissons-le faire, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. C'est ce que dit Miss Lemon à la fin de la saison 3. Asseyez-vous et restez calme. Mais là, nous sommes sur le point de perdre Poirot. Hastings, je vous comprends. C'est votre amitié pour notre ami commun qui parle. Je comprends tout ce que vous ressentez, mais que dirait-il s'il se trouvait là maintenant parmi nous, hein? De ne pas agir dans la précipitation. Voilà. Inspecteur Japp peut faire ça dans les règles. Laissons-le faire, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Allez. Calmez-vous, Hastings. Asseyez-vous. Parce qu'elle sait que, Poirot n'étant pas là, eh bien, ils doivent changer leur façon d'agir. Ils vont avoir une liberté d'action lorsqu'ils vont le sauver des griffes d'Arthur Flageolet. Mais il y a la police. Japp, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première chose qu'il dit? Il dit, je vais en parler au commissaire. Vous bougez pas de là, sinon je vous arrête. Il menace même d'arrêter Hastings, tellement Hastings est sur les charbons ardents. Puis Japp et Hastings, bon bah c'est deux gros caractères aussi. Et encore une fois, Miss Lemon qui intervient pour temporiser. Donc vous avez le personnage, mais là ça va, là Hastings il est, comment dire, on commence à comprendre son tempérament, mais moi je trouve qu'il y va mollo. Hein. Dans la saison 3, je trouve qu'il y va mollo. Pourquoi? Parce qu'il y a encore Japp et Miss Lemon. Dans la saison 4, quand il va se retrouver tout seul, livré à lui-même, là, les méthodes d'investigation sont pas du tout pareilles. La baston, qui est très réaliste d'ailleurs, la baston, il va rendre visite à Hassan dans la boîte de nuit, hein, où il va lui plaquer la tête contre la table et puis limite menacer de mort. Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis venu voir un dénommé Hassan, le taximan. C'est un habitué, on m'a dit. Ah, Hassan, il est de ce côté. Je connais. Oh, par là, c'est... Eh oui, c'est moi. Tu t'attendais pas à me revoir, c'est ça, hein? Monsieur, s'il vous plaît, lâchez cet homme. Oui, j'en ai encore pour 30 secondes. J'espère pour toi que tu dis la vérité, l'ami. Sinon je te retrouve et je te tue. C'est bien clair? Oui, c'est clair. Il va me falloir me prouver ta bonne foi, alors. Réponds quand j'appelle. Bon. Voilà. Et puis à la fin, il commet un crime. Assez curieusement, d'ailleurs, dans la saison 4, nous commençons par donc un petit... c'est pas un petit flashback, parce que c'est ce qui va se passer plus tard. Mais tout de suite après, on a Poirot et Hastings qui rentrent chez eux, et Hastings dit « Vous avez eu de la chance, Poirot ». Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur une petite affaire, qui... Hastings le dit, hein, qui leur a pris 2 jours. Bon, je n'allais pas m'étendre sur cette affaire en question, c'est une affaire que j'ai inventée comme ça. Et il dit, punaise, Poirot, vous avez eu de la chance. On n'avait que des preuves circonstancielles, ce qui effectivement ne suggère qu'une possibilité entre le crime et l'accusé. C'est pas une preuve formelle, mais ils ont gagné leur procès. Hastings remet en question le procès parce qu'il dit que Poirot a eu de la chance.
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, vous avez un procès. Poirot est humilié. Hastings remet en question le verdict du procès. D'une manière totalement différente. Mais on revient un petit peu sur l'enquête initiale, où là, il a eu de la chance. Bah là, il a perdu, hein, la chance. Donc voilà, et c'est à travers ce nœud, parce que là maintenant il y a un nœud qui s'est créé entre Poirot et Hastings. Au risque de spoiler, Hastings va mentir à Poirot. Donc à partir de là, il y a une zone d'ombre qui commence à s'installer entre eux. Qu'est-ce qui va devenir de cette zone d'ombre? Et ben ça, vous le découvrirez dans la saison 5. La suite, en fait, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'était la saison 4 initialement prévue. J'ai beaucoup gambergé sur le titre. Après, The Bacteriological Warfare, c'est pas le meilleur titre que j'ai pu trouver, mais je trouve qu'il est le plus représentatif de ce que je vais raconter. C'est pas le... Bon, pour moi, c'est pas un titre qui me convient. Je l'ai un peu choisi parce que j'en trouve pas d'autres. Mais sinon, ça vous réserve quand même des surprises. J'essaye toujours d'offrir des surprises. C'est pour ça que je varie les secteurs exploités. L'entreprise, cambriolage, la royauté, l'archéologie, le monde scientifique, prochainement. Voilà. Donc, en variant un petit peu, nos personnages vont évoluer différemment. Même si la trame principale reste toujours la même. Il y a eu un crime, il faut enquêter. Mais voilà, c'est l'environnement. J'essaye à chaque fois de changer d'environnement pour diversifier un petit peu les auditeurs, qui ne retombent pas dans les clichés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme le sketch du Palma Show, qui font les experts et tout ça, c'est toujours pareil, ça commence toujours pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme morte, balle dans le crâne, la routine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme morte. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est votre femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un très mauvais monosourcil. Le alors, qu'est-ce qu'on a? On l'entend peut-être une quinzaine de fois dans le sketch qui dure 3 minutes. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir dans les séries actuelles. Que moi, j'essaie de changer, justement. Alors, pour conclure, je dirais que restez avec nous. Voilà, restez avec nous parce qu'il y a encore beaucoup d'aventures à partager. J'avais commencé un truc qui s'appelle les Nulos. Là, on traite d'un tout autre genre d'enquête, où là, c'est vraiment des Nulos, hein, d'une enquête, d'une trame policière, mais qui est vraiment dirigée avec que des mecs ultra stupides. Ouvrez, peu douce, police. Oh, vous avez vu Petite Pute? Turnbutt. Oui, Turnbutt. Toute cette agitation en face. Ils ont même décoré avec un joli ruban jaune. Sûrement une inauguration. Ouvrez, ou je me verrai dans l'obligation de la défoncer. Oh, voyons, commissaire. La porte. Alors, où est le cadavre? Vous me marchez dessus, commissaire. Oh, pardon. Tomato ketchup. Oui, en général, je prends ça avec des nouilles et du gruyère. Non, c'est le nom de la victime, monsieur Toketchup, prénom Thomas. Ah. La victime a succombé suite à des coups de sucette. Je me demandais aussi qu'est-ce que c'était que toute cette merde. Nous avons dénombré 248 sucettes, exactement. Je me suis pas vraiment penché là-dessus sur l'écriture, je me suis surtout... j'avais publié qu'un seul truc. J'ai rien écrit d'autre depuis. Peut-être que ça va venir plus tard. Mais pour l'instant, voilà. Je reste sur Poirot, je m'excuse si ça peut en gêner certains que ce ne soit pas très divers. Moi je trouve que si, parce que ça traite toujours de sujets différents. Les méthodes sont pas les mêmes, il y a un vrai travail sur les dialogues et la mise en scène. Bon, je pense que ce n'est pas un travail à négliger, je pense que ces vidéos devraient être un peu plus connues à mon goût, que j'ai plusieurs retours. Après, les algorithmes de YouTube ne concordent peut-être pas avec ce que je développe, mais ça change d'un mec qui fait 15 millions de vues parce qu'il décapsule une boîte de sardines. Voilà, je trouve ça un petit peu con.
Bon après, c'est comme ça. Ça mettra le temps que ça mettra, mais j'espère que mon travail sera reconnu dans les mois à venir, dans les semaines à venir, j'espère. Bon, en tout cas, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. De toute façon, je l'avais prévu hein, que ce serait une vidéo assez longue, puisque j'avais besoin de vous faire partager tout ça, que vous puissiez bien comprendre le travail effectué, les recherches et l'écriture et la mise en scène. Voilà, je voulais vraiment vous faire partager ça parce que j'en avais envie, parce que je vous estime et parce que j'estime qu'à partir du moment où vous écoutez mes épisodes, vous êtes en droit de savoir ce qui se passe derrière. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est très important pour moi. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, je le répète. Ça ne coûte rien, ça fait plaisir et ça me permet de voir, de constater que mon travail est utile. Donc je remercie déjà chaleureusement mes abonnés, ceux qui me soutiennent, ceux qui sont derrière moi, ma famille, mes amis, mes différentes petites sociétés de production, même si beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés, je vous en prie, faites-le. Vous y avez participé, il est bien normal que je vous mette à l'honneur. Et en tout cas, grand merci à vous tous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt car la prochaine vidéo qui sortira sur Poirot sera la bande-annonce de cette fameuse 5e saison. Merci à tous et à très vite.